Bienvenue, bonsoir et bienvenue sur la chaîne d'Océan de Coach, la chaîne 100% coaching. Je suis Frédéric Ranganayagi, coach professionnel et j'accompagne mes clients à penser, à comprendre, à agir, à passer à l'action, même quand cela semble difficile, voire même impossible. Retrouvez mes services dans les commentaires pour faire une séance de travail ensemble. Alors, ce soir, j'ai ouvert ce live pour vous retrouver et partager quelques idées. Bien évidemment que vous avez la possibilité de me poser des questions ou même d'ouvrir des sujets, des thématiques pour en débattre et pour en discuter. Et pour les plus courageux d'entre vous, vous avez la possibilité de venir dans le live en direct. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un ordinateur, d'une webcam et d'une connexion Internet. Et je vous enverrai, transmettrai le lien pour vous connecter. C'est extrêmement facile à mettre en œuvre et ça prend 2 minutes, pas plus. Alors, ce soir, je suis heureux, je suis content. C'est pour cette raison que j'ouvre ce live pour partager avec vous quelques agréables perspectives d'avenir, d'évolution pour la chaîne et d'évolution personnelle, individuelle, mais qui auront un impact à la fois pour moi et aussi pour mes clients et pour, d'un point de vue beaucoup plus large, la société. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer par quelque chose dont je parle souvent sur la chaîne, qui est la lecture et l'écriture. Vous savez, c'était une connaissance qui a été initiée par plusieurs personnes, notamment il y a l'école qui a participé, qui m'a initié. Mais petit à petit, dans l'évolution de mon parcours, il y a 4 grandes figures que j'aimerais insister dessus, qui ont fait que ce savoir, cette information a pris chair, pour ainsi dire, a pris corps. Et c'est-à-dire que ça s'est non plus resté comme un savoir, mais ça s'est petit à petit, m'a fait prendre conscience de quelque chose d'important, qui est l'écriture. Heu Aujourd'hui, quel plaisir de pouvoir découvrir ce qu'on ressent quand on écrit. C'est vraiment formidable. D'ailleurs, je suis en train d'écrire, une lettre à un jeune coach. Le titre s'intitule, «Une lettre à un jeune coach», qui paraîtra très prochainement sur la chaîne. Et comment vous dire, quel est ce plaisir de pouvoir mettre des mots sur des concepts, sur ces idées et les faire véhiculer? C'est vraiment indescriptible. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup vous en convaincre et pour ce faire, je propose, prochainement, je vous le dis, il y aura une vidéo qui va sortir sur une fable de La Fontaine et je vous propose comme sujet d'écriture, comme exercice d'écriture, eh bien, de me répondre à ces questions. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette fable? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce que cela vous évoque? Voilà un peu les quelques questions sur lesquelles vous pourriez répondre et écrire dessus et peut-être partager dans les commentaires et si vous le faites et que pourquoi pas venir carrément ensuite, heu, partager en live avec moi et que je vous accueillerai, je vous accompagnerai à pouvoir dérouler vos arguments, vos idées et on échangera autour de ces thématiques-là. C'est un peu une soirée tease aussi. Déjà, vous savez qu'il y a une vidéo de Fables de La Fontaine qui va sortir, qui est assez remarquable dans les idées qui y sont associées et aussi il y aura une vidéo qui s'intitule «4 expériences qui m 4, alors je vous dis ça exactement ce que j'avais noté. 4 références qui ont révolutionné mon rapport au savoir, qui m'ont fait des bascules intellectuelles, des expériences de bascule intellectuelle. C'est des grands mots, mais c'est pour dire que ce sont des expériences que j'ai vécues, qui ont transformé mon regard sur le réel et qui m'ont
obligé à accommoder ma vision et perception du monde. Voilà un petit peu, le programme de ces prochaines vidéos. Alors, je dois dire que je suis en train de me renseigner et notamment il y a un livre que je recommande qui est vraiment intéressant. J'ai beaucoup lu sur comment écrire, qu'est-ce que écrire professionnellement, qu'est-ce que, un écrit professionnel, quels sont les tips, quelles sont les astuces. Mais parmi tous ceux que j'ai lus, il y en a un qui sort du lot. Il y en a un qui est vraiment sur le comment et qui vous donne des outils, une, méthodologie pour non pas juste suivre à la lettre quoi écrire, comment écrire, mais plutôt qui vous donne des outils pour vous permettre de faire votre choix. Il vous fait comprendre que l'écriture, c'est avant tout des choix et des choix sur lesquels on va céder parce que liberté qui soit, quand vous êtes face à toute cette liberté, eh bien, vous pouvez être, perdu, être débordé par le nombre de possibilités possibles et c'est pour cette raison qu'il vous propose des méthodes pour cadrer, pour vous empêcher, pour quelque part vous amener une certaine contrainte qui soit féconde. Dans le sens où, dans cette contrainte, vous allez pouvoir exercer une totale liberté sans vous égarer, sans vous perdre et avoir un résultat, être performant. C'est ça qui est intéressant. Quel est-il ce livre? Eh bien, il s'agit des techniques rédactionnelles de Sébastien Bailly, que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques, dont moi j'ai découvert grâce à la bibliothèque de Lapardieu en y visitant par mégarde. Je tombe sur ce livre avec une couverture verte et je me dis: «Ça m'attire l'œil», je vois technique rédactionnelle. Et là, par rapport aux autres livres, je me suis dit: «Ça m'intéresse» parce qu'aujourd'hui, je suis en projet d'écriture. En projet d'écriture, que ce soit des vidéos, que ce soit de présentation de mon entreprise, de mes services, mais également en écriture de mon prochain ouvrage, que je suis en projet d'écriture, qui est sur le coaching, son panorama, ses influences, ses difficultés, ses solutions. Et je dois dire que, il faut apprendre à d'abord ces outils-là pour permettre de cadrer les écrits. Et j'ai été très agréablement surpris, parce que je me suis rendu compte de quelque chose, où j'avais une faiblesse qui était je ne maîtrise peut-être pas à 100 la grammaire, l'orthographe, mais en revanche, j'ai quelques notions, quelques bases bien sûr, mais cela comporte certaines fautes, certaines erreurs qu'on fait tous d'ailleurs, qu'on partage tous. Il est très rare qu'une personne maîtrise, la grammaire, l'orthographe au bout des doigts, et ce n'est pas la majorité des personnes. Et cette faiblesse a été comblée. Comblée par quoi et par qui? Eh bien, par l'IA, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je peux m'appuyer sur l'IA pour tout ce qui dit les règles de grammaire et d'orthographe, trouver des tournures de phrases, vérifier, que co comme, avoir une certaine forme de créativité. L'IA agit comme un catalyseur qui accélère, de ce qu'on le résultat qu'on désire. Point de vigilance à revoir, quand vous utilisez l'IA, quand vous êtes un expert, quand vous savez ce que vous voulez, ce que vous désirez, eh bien là, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir avoir ce discernement de challenger l'IA, de discerner et de remettre en question ce qu'il vous propose. En revanche, quand vous avez des faiblesses, des difficultés, là, vous êtes un peu à la merci de l'IA car vous n'avez pas de critères, vous n'avez pas de connaissances ni de savoir pour jauger, pour juger de la pertinence, de la qualité de ce qui vous est proposé. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'IA est à la fois une aide formidable à certains niveaux, mais aussi un enfermement à d'autres niveaux. Et moi, pour moi, dans ce que j'ai besoin de faire, ce qui est de trouver des tournures de phrases, de vérifier l'orthographe, la grammaire, et bien là,
C'est vraiment une aide fabuleuse. C'est vraiment quelque chose qui est aidant et qui est à la portée de tous, qui révèle des personnes qui veulent des projets, des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire et qui, avec cela, peuvent entamer un processus d'écriture, ou du moins s'initier et oser écrire, oser ne plus faire des fautes d'orthographe. Si on enlève cette partie des fautes et de cette pression, cette peur de mal écrire, de faire des fautes d'orthographe, et cetera, eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Si vous savez que vous pourriez avoir un texte de qualité, sans faute, bah, il vous reste à vous cette liberté de créer, de combiner des mots, des concepts et toute cette liberté, elle vous appartient et elle m'appartient. Je reviens sur cette idée très importante. Grâce à l'écrit, je comprends ce que cela signifie de défendre une idée, de faire un plaidoyer, une plaidoirie plutôt, sur une conviction qu'on a. Et là, j'aimerais vous partager quelqu'un de formidable également, qui s'appelle Clément Viktorovitch, qui a écrit sur la rhétorique. Le pouvoir des mots quelque part et qui nous y présente une vision de la rhétorique et qui défend une vision de la rhétorique plutôt, du moins, une rhétorique comme bien commun. Cela me fait penser à la vidéo que j'ai fait sur Wikipédia, qui a quelque part une similarité dans le projet de la connaissance, qui est la connaissance comme bien commun, l'information, l'accès à l'information comme bien commun. Ce sont deux projets qui y partagent des similarités en termes de valeurs. Et je dois dire que je me reconnais dans ces idées-là et que j'aimerais les promulguer, les promouvoir. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'en parle de ces ouvrages. Hem, Là, on va parler de moi personnellement. Je me suis mis à la lire de manière plus régulière, plus intensif, depuis quelques mois, depuis quelques années et je dois dire que je commence à en percevoir les effets, à en percevoir les fruits de ce travail, de cet effort que je me suis mis. En même temps, ce plaisir qui en dégage aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je prends plaisir, je vous l'avoue, je prends plaisir à lire. Pourquoi? Je vais vous donner quelques raisons. En fait, aujourd'hui, avant qu'on me posait la question, si on me posait la question sincèrement, eh bien, Frédéric, toi, quels sont les ouvrages que tu as aimés et que tu aimes lire? Eh bien là, je dois dire, je dois le reconnaître, que j'en avais pas et que je n'avais aucune idée de ce que j'aimais lire, ni ce que j'avais lu, que j'ai apprécié. Mais aujourd'hui, quand je me pose la question, c'est là où je vois la différence. Vous voyez cette évolution de regard? Eh bien, je me dis, eh bien, il y a un auteur en particulier que j'aime beaucoup. Vous allez voir, mais au-delà des auteurs que je vais partager dans une vidéo que je vais produire récemment, qui va sortir cette semaine, je pense, ou plutôt, ouais, cette semaine, je vais la monter et la produire cette semaine, qui partage 4 références qui ont fait des basculements intellectuels. Eh bien, il y en a un vraiment, un auteur que j'apprécie grandement lire, notamment par sa façon d'exposer, de faire un plaidoyer, sa façon de décrire, d'amener du contexte, d'amener des descriptions et dans sa construction de phrases que j'aime beaucoup, me paraît simple, qui me paraît compréhensif. Il s'agit bien sûr de quelqu'un que j'ai partagé de nombreuses citations et dont nous avons aussi partagé quelques vers, quelques textes, quelques mots. Si je vous dis Les Misérables, est-ce que ça vous parle? Eh bien, je parle bien entendu de Victor Hugo. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup le lire et petite, anecdote, que j'aimerais vous faire part, c'est que j'ai commencé à lire une variété, on va dire. Je me suis attaqué à certains ouvrages, à certains styles comme le roman. Et là, fut ma surprise? Eh bien, c'est peut-être un avis, c'est une position subjective. C'est un avis, c'est vraiment un avis. C'est le prendre comme un avis. C'est une opinion même. Heu heu, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a certains esprits qui sont malades et qui se mettent à écrire des romans et on arrive à percevoir. En tout cas, moi, je perçois une certaine forme de décadence, de f de brouille, de ouais, heu
nuage brumeux qui est là. Quand on les lit, on se sent pas très bien, on se sent, perdu, dans tous les sens, dispersé. On voit une avalanche de mots, de tournures de phrases et là, on essaie de formaliser l'histoire. Qu'est-ce qu'elle cherche à dire? Qu'est-ce qu'elle veut, ou qu'est-ce qu'il veut, il ou elle, peu importe, l'auteur ou l'autrice, qu'est-ce qu'il veut dire, et cetera. Et on essaie de percevoir et de se construire le fil de l'histoire. Et là, on se dit: «Mais c'est un esprit étriqué, c'est un esprit qui était malade, qui avait une souffrance et qui a essayé par l'écriture de s'en libérer, de s'en détacher, d'en guérir». C'est un peu comme moi avec les bric-à-brac. C'est-à-dire, on enchaîne des éléments et cetera. Mais or, le bric-à-brac, oh, vous venez pour le bric-à-brac, vous comprenez directement que c'est un bric-à-brac, c'est un farfouillis, c'est une caverne d'Ali Baba. C'est vraiment, un endroit où on enchaîne des idées et que c'est le farfouillis, c'est le désordre. Heu, mais en revanche, quand c'est pour cette raison d'ailleurs que je précise et j'ai créé le concept bric-à-brac. C'est pour me permettre de conceptualiser des idées à la volée, de réfléchir, de penser, d'exposer des choses. Mais quand on va parler de romans, il n'est pas précisé que j'ai écrit ce roman pour me guérir. J'ai écrit ce roman comme thérapie. Et du coup, c'est quand on en tant que lecteur, moi personnellement, quand je découvre l'ouvrage, on découvre plus qu'un ouvrage. Comme le disait Alain Bentolila, ce que j'ai compris, c'est que c'est une trace d'intelligence qu'on va amener à l'intérieur du lecteur. Cette trace d'intelligence, le lecteur va le conceptualiser et là, on va l'analyser, on va faire des jugements et je dois dire qu'il y a certains auteurs et autrices, je n'arrive pas à les lire parce que je perçois un esprit malade, un esprit en souffrance et cela se retraduit pour moi dans la façon dont ils écrivent parce que ce n'est pas clair, c'est tendancieux, c'est pernicieux, c'est long dans le descriptif, c'est une avalanche de termes, de mots. Eh bien là, vous savez ce que je viens de faire? C'est un pléonasme. Je vais faire une répétition de ce que j'ai déjà dit plus haut, mais je le fais parce que je suis en train de réfléchir à haute voix et voilà une raison pour laquelle il est important d'écrire et de s'exprimer, c'est pour éviter d'être face ensuite avec des personnes. Quand vous êtes en train de penser à haute voix, en train de construire votre pensée et que l'autre personne n'est pas, formée pour accueillir ce type d'interaction, alors il va vous poser certaines questions, qui n'est pas appropriée. Il va vous couper et il ne va pas comprendre où vous en êtes, et il va pas pouvoir comprendre, nommer ce que vous faites et c'est là que le danger. Je me suis aperçu, c'est d'ailleurs une technique que je vous partage, hem, si vous êtes entrepreneur, heu quand vous faites des réseautages, c'est bien de le faire au début, d'essayer, mais le mieux, c'est d'écrire votre discours, c'est de le dire, le parler seul ou avec des personnes de confiance, juste pour exposer, heu, parce que, quand vous êtes en réseautage, tout ce qui est pléonasme, répétition inutile, longueur de phrase, la longueur de phrase qui est très longue, ça jette un discrédit sur votre, professionnalisme et sur votre crédibilité. J'en ai fait les frais, j'en en fais beaucoup moins parce que je me suis mis à écrire, ce qui signifie que aujourd'hui, quand j'explique quelque chose sur mon métier, je vais droit au but, c'est clair, c'est compréhensif, ce qui signifie ça renvoie une image que j'ai travaillé mon dossier, j'ai travaillé ce que je fais et je sais exactement ce que je fais et comment je le fais. Cela apporte de la crédibilité. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de personnes vous invitent, quand vous lancez votre activité, à communiquer, à écrire, à en parler. Parce que en le faisant, vous commencez d'un point de départ et petit à petit, si vous vous formez, si vous vous améliorez, vous vous analysez avec sincérité d'ailleurs, avec lucidité aussi, honnêteté, important dans cela, certaines formes d'humilité, reconnaître ce que vous ne savez pas faire et que vous allez chercher dans des ouvrages tels que je vous avais cités, Sébastien Bailly, quelles sont les techniques rédactionnelles, quelles sont les démarches qui fonctionnent en écriture, par exemple, les étapes d'un récit,
eh bien, vous allez petit à petit vous amener à vous concentrer sur des questions primordiales qui sont: «À qui j'écris?» Et quand «à qui j'écris», c'est «à qui je vends?» C'est des questions importantes. Qu'est-ce qui intéresse mon public? Qu'est-ce qui m'intéresse moi? Qu'est-ce que moi, je veux vendre? Pour quelles raisons? Pour quels besoins? Ces questions, vous allez peut-être au début vous les poser de manière assez simple, ils sont assez simples à y répondre au début. Mais quand vous allez appliquer 4 principes qui m'ont été, que j'ai découvert avec Philippe Mérieux, qui sont la recherche de précision, la recherche de justesse, de la rigueur et surtout la recherche de vérité, vous allez voir que votre écrit va évoluer, que vos idées va être amenées à évoluer. Parce que vous allez faire preuve de rigueur et vous allez vous dire: «Est-ce que finalement je ne me contente pas ici de certaines facilités de pensée, de certaines idées? Est-ce que je réduis pas cette idée-là?» Et quand vous allez découvrir la complexité qui se cache derrière certains principes, certains concepts plutôt que vous avez mis, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup, vous allez vous mettre à écrire beaucoup de choses et vous allez voir que pour écrire, il faut lire. Parce que pour pouvoir alimenter une feuille d'encre noire ou pour taper sur et noircir le papier, il vous faut un certain carburant. Vous avez le choix d'utiliser la vôtre, qui est issue de votre expérience, de vos savoirs tacites, de vos savoirs encyclopédiques, mais justement, vos savoirs encyclopédiques et bien, elles sont issues des lectures que vous avez fait, de ce que vous avez appris et plus vous allez découvrir plus vous consommez de contenus divers et variés, plus vous avez une idée qui va se nuancer. Vous allez voir des auteurs qui disent A, des auteurs qui disent, hem, mmh, le contraire et vous allez vous dire: «Ah, mais c'est intéressant» et là, vous allez voir une diversité et c'est ce que et je vous partage ce que j'ai compris quand vous écoutez des chercheurs, des professeurs émérites d'université, vous vous rendez compte qu'ils arrivent à exposer des idées variées, diversifiées avec, cette rigueur de respecter l'idée de base, malgré qu'il ne soit pas en adéquation et cela reflète parfaitement cette idée que je vous partage et que, ici, la différence entre être en accord et reconnaissance et cela demande une certaine forme de rigueur, d'intelligence, on va le dire, d'intelligence, de pouvoir retraduire une idée avec laquelle on n'est pas d'accord, mais avec rigueur, précision et justesse sans déformer, sans réduire, et avoir cette pleine ouverture face au savoir et de se dire: «Je me sens suffisamment en sécurité pour pouvoir parler d'une idée dont je ne suis pas d'accord, la décrire, l'exposer et pouvoir donner des éléments qui me font dire: "Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi je pense que cela n'est pas intéressant"». Voilà, voilà un peu, quelques grandes idées dans dans ce bric-à-brac-là. J'aimerais rajouter aussi que finalement, je dois avouer que cela m'a beaucoup aidé de faire ces bric-à-brac et vous savez pourquoi? Parce que en exprimant ces idées, ça m'a permis d'élargir ma perception des choses. Je me suis rendu compte qu'il y a des sujets qui étaient importants pour moi, dont j'avais besoin d'exprimer, mais je ne savais pas ni trop comment, ni trop, pourquoi le faire. Et en le faisant, j'ai compris ce qui aidait à mieux communiquer, à avoir une communication intéressante, par exemple, à avoir un challenge personnel, à avoir quelque chose qui vous met en situation et qui vous permet de progresser. Et tout cela fait partie de mon évolution et aussi, bah, des accompagnements que je propose. Tout est lié, c'est-à-dire que avant de pouvoir accompagner les personnes, il faut être assuré que vous pouvez le faire et quelles sont les limites sur lesquelles vous ne pouvez pas le faire. Je suis très fier, encore une fois, d'avoir fait cette recherche sur le coaching, qu'est-ce que c'était, et d'avoir pu aboutir à une définition du coaching, à des caractéristiques et à des principes, que ce que c'était un accompagnement. D'ailleurs, parfois, il m'arrive, comme aujourd'hui, de commenter certains coachs et de les pointer leurs incohérences, leurs limitations, leur rhétorique de bas étage, qui
sous couvert de comment dire? D'un fait, par exemple, un constat qui est que l'ensemble des coachs, après une certification, continuent à se former, à investir de l'argent et ne pas chercher des clients, ne pas coacher. Eh bien, pour moi, c'est évident que ce n'est pas c'est pernicieux, c'est vraiment pernicieux dans le sens où c'est un manipulateur, et que ce n'est pas dans l'intérêt de tous de voir, de réduire cela à juste parce que ces coachs ont un mal de, heu, comment ils emploient ce terme? Je vais vous le dire tout de suite. Hop. Alors le terme qu'il a employé, c'est syndrome de l'imposteur. C'est vraiment pernicieux, c'est vraiment malsain, c'est vraiment un comportement, qui cache, qui met la poussière sous le tapis, on va dire, de réduire cette problématique, cette analyse à juste un problème de syndrome de l'imposteur, à cette quête de savoir. Au contraire, il faut le rappeler, l'ensemble des professionnels du coaching, et c'est un point positif d'ailleurs que ces coachs n'arrêtent pas de se former parce qu'ils ont conscience justement, ils ont une éthique professionnelle. Ils ont envie de bien faire et ils savent, ils reconnaissent qu'ils ont des faiblesses d'un point de vue théorique. Ils ont des faiblesses d'un point de vue pratique et le problème ici, ce n'est pas eux. Ici, le véritable problème, c'est le système de formation de coaching. Et pour moi, ici, quand je parle de ça, je parle évidemment de ces éléments qui sont importants, je vais les énumérer, des formateurs qui sont en souffrance. Et dites-vous bien, formateur en souffrance, apprenant en danger. Ça, c'est important. Deuxième point, des certitudes, qui est vraiment l'ennemi de la connaissance. S'il y a un ennemi, c'est vraiment la certitude. L'ignorance, vous pouvez la pallier, mais quand vous avez une certitude, très, très difficile d'agir, extrêmement difficile. Parce que si vous croyez savoir et que vous arrivez à vous, en convaincre, pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi voir d'autres éléments? D'ailleurs, c'est certains postes dont je commente, c'est ce qui est révélateur, c'est des certitudes qui y sont apposées et j'attends une réponse à chaque fois, mais à chaque fois, les réponses ne sont pas à la hauteur, ne répondent pas au même niveau. Ce qui révèle un manque de réflexion, un manque, de pensée derrière. Ils sont plus dans une posture défensive qu'une posture intellectuelle et ça, c'est important de le poser, de le dire, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le niveau. Heu ils ont des priorités différents et ça génère des problématiques, sérieuses. Ça a un impact. C'est-à-dire que leur certitude, leur façon de faire amène plus de souffrance, à la fois chez eux et chez les autres, d'un point de vue sociétal, que de bien-être et de bonheur. Ça ne réduit pas du tout la souffrance, au contraire, ça limite, les personnes de pouvoir accéder à certaines thérapies, à certains psychologues, à certains médecins. Ça recule la prise en charge de certaines personnes. Moi, par exemple, je vais écrire, je suis en train d'écrire d'ailleurs, c'est pour ça, une lettre à un jeune coach va justement parler de mon parcours, fera référence à ça. Ça sera quelques lignes et pourra peut-être, pourquoi pas, faire un livre après, un ouvrage. On va voir, il faut bien commencer quelque part avec ce qu'on sait faire et petit à petit mais en tout cas, l'idée me plaît bien. L'idée me plaît bien d'écrire de plus en plus et je vois ce que j'ai envie de faire et c'est en faisant ces bric-à-brac, ces projets vidéo, petites vidéos, un peu plus grandes vidéos, qui m'ont permis de délimiter, de trancher, de choisir et j'en suis vraiment ravi. Je suis vraiment c'est vraiment un bonheur. Vous savez, quand on vous dit un bonheur, c'est-à-dire c'est appréciable de se dire qu'on a trouvé quelque chose dans lequel on se sent bien, dans lequel on voit une possibilité de s'affranchir, de s'émanciper, de grandir, de prendre du plaisir et de pouvoir, s'épanouir. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment, incroyable. C'est au-delà d'incroyable, c'est,
C'est l'enchaînement des bascules intellectuelles que j'ai reçues m'ont permis à arriver à là. Et pour moi, c'est ça le coaching, c'est d'amener les gens à avoir des basculements intellectuels. C'est-à-dire d'ouvrir leur perception, les amener à penser par eux-mêmes et à se remettre en question ce qu'ils savent en allant s'abreuver de des sources innombrables qui existent autour d'eux. On n'a pas besoin tout de suite forcément de beaucoup de choses. On a besoin d'aller à la bibliothèque parfois, si on n'a pas les moyens de payer un coaching. Juste un ouvrage, un livre sur une thématique qui nous importe. Par exemple, tout simplement, je voulais moi personnellement vouloir écrire. Bien, pourquoi je vais payer quelqu'un pour me former à l'écriture si j'en ai pas les moyens? Et si je n'ai pas accès à ces personnes et dont je n'ai pas confiance, parce que quand je regarde la qualité, je me dis: «Ça m'intéresse pas, ça ne correspond pas à mes critères d'exigence». Bien, tout d'un coup, vous vous rendez compte, je vais à la bibliothèque, je suis là et là, tac, on découvre un livre de qualité exceptionnelle d'un professeur qui s'est dit: «Eh bien, dans le panorama actuel des choses, il n'y a pas d'ouvrage qu'il peut conseiller à ses élèves, à ses étudiants». Et là, bam, il écrit son livre pour justement transmettre un savoir et ça fait vraiment une différence entre ceux qui sont là pour vendre et ceux qui sont là pour transmettre et les 2 ne sont pas opposables. Ils peuvent très bien s'unir, c'est-à-dire on peut à la fois transmettre et vendre et ne sont pas opposés, au contraire et c'est là où, je me rends compte, c'est-à-dire le coaching, heu, on peut avoir, une façon de faire qui soit intéressante, qui soit éthique, qui correspond à certaines valeurs qui allient transmission et rémunération. Parce que clairement, quand vous faites des ateliers, c'est là-dessus que vous allez être rémunéré. Quand vous faites des ouvrages, vous êtes rémunéré. Quand vous coachez, vous êtes rémunéré. Mais derrière cela, quand vous faites des ateliers, vous avez conçu quelque chose. Les personnes, quand ils vont faire l'atelier, ça va les amener à s'émanciper, ça va les amener à s'exprimer, à comprendre des choses après. Là, vous êtes dans la transmission. Quand je fais ces vidéos, ces lives, vous êtes dans la transmission. Et ça permet petit à petit de comprendre et de construire des offres et des services qui sont là pour vous permettre de rémunérer et à côté de ça, je crée des services qui sont là pour transmettre, qui sont là pour aider d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai pour ambition d'amener dans le monde du coaching une définition qui soit, d'apporter du moins une nouvelle définition sur le marché qui permettre à des coachs de pouvoir avoir des repères solides, de pouvoir les aider à se challenger, à trouver des repères. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un constat qui est simple, que je ne recommande pas les écoles de formation certifiantes, RNCP ou toute autre formation de coaching. Pour la raison parce qu'il y a un manque de rigueur, il y a des formateurs en souffrance et cela amène de la souffrance. Il y a des gens abîmés qui viennent dans ces formations, qui ne sont pas à leur bonne place parce qu'ils sont abîmés, parce qu'ils sont en souffrance et rameuter, regrouper des personnes qui sont en souffrance n'est pas une chose intéressante dans l'apprentissage, dans la transmission. C'est contre-productif. D'abord, soigner. D'abord, envoyer vers des psychologues, des prises en charge. Ensuite, là, on peut passer aux apprentissages. Heu, je parle de ça parce que ça a un impact réel, je l'ai vécu, je le vois au quotidien. Dites-vous bien que la majorité des coachs, après avoir vécu une formation de coaching, ne savent pas définir ce que c'est que le coaching de manière rigoureuse et précise et juste. Moi, cela m'a pris 3 ans. 3 ans parce que j'ai eu la chance dans mes recherches de tomber sur Philippe Mérieux. Combien d'autres coachs se reposent sur une définition dite, qui font consensus dans les fédérations, mais qui ne pigent rien de ce que c'est, ni comment on va l'utiliser pour construire des offres. Ça, c'est important. Ça, c'est des points aussi importants que j'en parle. Hem et j'en parle parce que peut-être que ce discours n'est pas peut-être présent sur les réseaux et qu'en tant qu'expert, en tant que professionnel, c'est mon devoir d'en faire part et d'initier des personnes. Alors, me direz-vous: «Bah, eh bien, comment faire alors? Si on ne peut pas utiliser
les écoles de formation pour certifier, pour avoir un cadre, des repères. Comment faire alors? Eh bien, aujourd'hui, moi, l'alternative, parce qu'on ne peut pas supprimer quelque chose sans proposer une alternative. Pour moi, l'alternative, elle est très simple, c'est de vous former soit en APP, soit dans les sciences de l'éducation. Pourquoi? Parce que on y retrouve une certaine rigueur, beaucoup plus que dans le monde du coaching que j'ai fréquenté, que je fréquente et que je côtoie. Il faut dire que la définition est importante parce qu'elle permet de définir les limites de votre intervention et de savoir que vous faites du coaching et quelles sont la différence entre les autres, métiers. Mais cependant, il n'en reste pas moins qu'elle ne fait pas tout et qu'une définition du coaching, c'est un cadre et que elle permet de définir un outil qui est le coaching. Mais un accompagnement est beaucoup plus complexe que juste une définition. Un accompagnement, c'est à la fois, des valeurs que vous transmettez, une façon de promouvoir un type de personne que vous allez créer. Je dis bien promouvoir, créer quel type d'homme vous voulez créer. Il y a des valeurs derrière, une idéologie qui est là et qu'il faut prendre conscience, il faut questionner ce qui peut être fait en supervision ou en mentorat, plutôt plus en supervision qu'en mentorat. Heu, Ensuite, vous avez des études sur lesquelles vous vous reposez et là, c'est ici que rentre la définition du coaching. C'est le cadre épistémique, épistologique, épistémologique plutôt, sur lequel vous vous appuyez. C'est quelles sont les sources, quelles sont les études, quelles sont les connaissances que vous avez sur lesquelles vous appuyez pour, avancer et créer, là, le dernier pôle, le dernier cadre qui est le cadre praxéologique, qui vous permettent de façonner des outils. Et c'est cette triangle qui forme quelque part un dôme pédagogique, parce le coach finalement, c'est ma position. Il transmet, il enseigne. Il est pas du tout, quand on dit accompagner quelqu'un, ça veut rien dire et tout dire. N'est pas précis, ça manque de rigueur. Pour moi, je suis parti plus loin que ça, que juste développer un potentiel et faire atteindre des objectifs. Mais ça, c'est un niveau d'analyse vraiment, heu, restreint, vraiment très bas, très, très bas et qui relève d'un manque de questionnement, un manque de rigueur, un manque de savoir aussi pour moi. C'est normal et heu, l'objectif était de faire une définition pour je parle ici des fédérations et l'objectif était de faire une définition qui fasse consensus. Que nenni, c'est pas ça la priorité. Il faut une définition qui donne des repères solides, qui décrit le coaching et qui permette à des jeunes coachs de pouvoir comprendre ce que c'est et de pouvoir vendre, ensuite du coaching sans pour autant s'y perdre, s'égarer dans des formations qui présentent des pseudosciences et là je parle de PNL, de CNV, de l'analyse transactionnelle. Certains vous diront: «Oui, il y a des choses intéressantes dedans». Certes, mais derrière, faut se poser la question, est-ce que ces centres de formation vous proposent ces outils pour vous émanciper ou pour vous enfermer dans des programmes d'expertise, de formation, qui vous amènent de plus en plus à payer pour vous former dans chacune de ces disciplines et à passer des certifications? En sachant que ces disciplines, le problème réel, c'est quoi? C'est qu'ils enferment, ils essentialisent les personnes, ils généralisent, ils simplifient. Ce sont des outils qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas profitables à la société, qui sont vraiment réducteurs et qui amènent de la souffrance, qui sont créateurs de souffrance, qui fait que des personnes s'appuient sur des outils qui sont scientifiquement non validés. Quand on dit ça, le problème c'est quoi? C'est que ça a un impact réel, malgré que pour telle personne ça a fonctionné. Mais savez-vous pourquoi cela a fonctionné? Qu'est-ce que cela et en quoi cela a fonctionné? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça vous permet de faire avec cela? Heu, quand on étudie un peu la psychologie, on étudie un peu la psychiatrie, on est un peu ouvert aux sciences de l'éducation. On s'aperçoit que l'esprit humain est complexe et que quand on appose une certaine vision, une certaine analyse, on se rend compte que c'est une analyse, mais qu'il y en a d'autres et c'est justement ça la problématique, c'est que ces outils
ces méthodologies, PNL, AT et CNV. Ils essaient de vous faire croire qu'ils arrivent à vous expliquer le fonctionnement humain. Si c'était le cas, si c'était réellement le cas, pensez-vous pas que certaines recherches scientifiques auraient validé ces concepts, auraient promu ces outils? Que nenni. Et c'est là le paradoxe, c'est-à-dire que ces formations qui respectent un cahier des charges, qui reçoivent le titre RNCP, se retrouvent en même temps à promouvoir des outils pseudosciences qui sont pointés par un même organisme de la Miviludes, là je parle de la Miviludes, qui pointe ces outils comme dérives sectaires, comme pseudosciences. Vous voyez bien ce paradoxe, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces formations de coaching. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la rigueur de ces vérifications, de ces validations qui sont accordées à ces centres de formation. Moi, personnellement, les centres de formation que j'ai connus, c'était des personnes ignorantes, incompétentes, imbues de leur personne, qui croyaient savoir, qui avaient des certitudes, qui ont fait beaucoup de souffrance à énormément d'apprenants. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient en souffrance. Et j'en parle parce que j'ai vu les avis sur sur cette école avec d'autres personnes qui ont heureusement eu, eux, la capacité de mettre des mots plus tôt que moi. Moi, ça fait déjà 3 ans et là, je commence à pouvoir m'exprimer, à pouvoir mettre des mots. Quelque part, c'est important et ça fait plaisir et je suis heureux de pouvoir le faire. C'est pour ça que je l'en parle. Et quand on y voit de l'influence, mmh, des intentions mauvaises, de la manipulation grossière, de l'argument d'autorité, de l'appel à l'autorité, vraiment de l'emprise psychologique. Et là, on y voit une certaine forme, qu'on retrouve d'ailleurs, j'en ai fait une autre vidéo et j'avais envie de vous la partager, qui parlait: «De quoi as-tu besoin?» Et justement, j'y référais à cette question qu'on y retrouvait dans cette formation également, qui est une forme, je le redis parce que c'est bon de répéter ça, qui est une forme d'imposer. Il y a une imposition dans la façon dont vous pensez. Elles veulent vous imposer une trajectoire de pensée, vous enfermer dans quelque chose. Parce que cette question sous-entend également que là, ça ne va pas et que vous avez quelque chose qui ne va pas et vous avez un besoin inachevé ou bien que vous n'avez pas su, combler. Quand on part là-dessus, quand vous allez essayer de réfléchir dans cette trajectoire, vous êtes perdu, vous allez avoir une certaine forme de masquage, et vous allez regarder qu'un d'un seul sens. Mais qui pose cette question? Avez-vous confiance en la personne qui pose cette question? Quelle est son intention après cette question? Eh bien, vous le voyez juste après. Juste après avoir posé cette question, à vous avoir déstabilisé psychiquement, on va le dire. Ces questions apportent une déstabilisation psychique. Parce que potentiellement, peut-être vous n'avez pas ressenti le besoin de quelque chose, vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose. Mais le fait qu'on insiste et on met en lumière cette trajectoire, eh bien, vous allez penser et réfléchir. Et là, vous êtes déstabilisé, vous avez besoin de réfléchir, vous ne savez pas répondre. Et juste après, quand on vous génère une souffrance, et là, tout d'un coup, on vous amène une solution. Et là, on vous dit: «Eh bien, écoutez, nous, on se regroupe ensemble et on se donne de la force, on se questionne, on se challenge en tant qu'entrepreneur et ben, venez découvrir notre service et vous allez voir, ça va vous permettre de vendre mieux, de trouver des clients, de prospecter». Attendez, c'est une façon comme une autre de vendre, mais c'est une façon dont je ne suis pas en accord. Éthiquement parlant, pour moi, c'est de la manipulation, clairement, et ne pas de l'influence. La différence ça aurait été: voilà ce que moi je propose, voilà les résultats qu'on a eus, voilà de ma méthodologie. Est-ce que cela vous intéresse? Et là, on construit quelque chose, on va amener la personne à avoir ses facultés à décider et non pas créer en premier lieu une défaillance, une déstabilisation psychique pour ensuite proposer une solution qui va répondre à la défaillance que vous avez provoquée. Là, pour moi, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je vous parle de Clément Viktorovitch, parce qu'il le présente de manière extrêmement bien, la rhétorique pour tous, pour vous permettre de vous donner la liberté de choisir quand est-ce que je me laisse convaincre, quand est-ce que je me défends de ce qui est dit.
et ça, c'est important. C'est moi aussi, je vais vers ça. Heu, la vente, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand vous n'avez pas le choix et que vous n'avez pas vu que vous vous êtes fait baratiner. Vous vous êtes fait enrôler dans des techniques grossières, et qui ne sont pas à votre avantage ni au l'avantage de la société. Voilà. Eh bien écoutez, ce fut un beau moment. On se retrouve d'ailleurs, demain à 18 heures pour un nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Si vous le souhaitez, venez-y faire un tour et discutons et on parlera d'autres sujets. On déroulera d'autres pensées et on verra ce que cela donne petit à petit, heu, avec ces projets d'écriture. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt et si vous aimez, pensez à vous abonner à la chaîne d'Océan de Coach, une chaîne 100% coaching où on y parle de méthodes, d'outils, de ce que c'est et on l'incarne au quotidien. Alors, je vous dis à très bientôt et à bientôt.